C'est dans l'Inde du Sud, au cœur des montagnes bleues, que j'ai rencontré Satprem. Satprem, un nom qui signifie en sanskrit celui qui aime vraiment. Mais c'est un surnom qu'on a donné en Inde à ce Breton qui s'y est installé depuis 20 ans. Sa vie est un roman d'aventure. On a appelé Satprem un aventurier de l'intérieur. Il se présente lui-même comme un hors-la-loi. Depuis son enfance bretonne, il a tenté toute sa vie de répondre à une question qui s'est posée à lui avec une force insoutenable dans les camps de concentration nazis où il fut enfermé par la Gestapo. Qu'est-ce que l'homme? Que reste-t-il de lui lorsque la souffrance et l'épreuve ont fait table rase? Quel sens peut donc avoir tout ce qu'il vit? Y a-t-il un secret? Pour y répondre, il part à travers le monde. En Inde, il découvre Sri Aurobindo et Mère qui dirige l'ashram de Pondichéry. Mais il repart pour la Guyane, pour Cayenne, pour le Brésil, devient chercheur d'or, s'enfonce durant 1 an dans la forêt vierge de la Guyane à la recherche de la source de vie du passé millénaire de la Terre. Mais là non plus, il ne trouve pas de réponse. Il se souvient alors du regard illuminant de Sri Aurobindo et de celui de Mère qu'il appelle un glaive de lumière. Il retourne en Inde, où il devient sannyasine, moine mendiant, sur les routes interminables. Nouvelle désillusion parmi les gourous et les yogis solitaires. Et c'est seulement sur la voie de Sri Aurobindo et de Mère que Satprem comprend peu à peu qu'il pourra trouver un commencement de réponse à la question qu'il s'est posée d'abord dans les camps. La véritable aventure de Sri Aurobindo et de Mère, il nous dit comment il la découvre. Une descente de la conscience dans la matière même, dans l'énergie, le lieu des vibrations supramentales. Une expérience réalisée à travers le corps lui-même, un autre état de conscience corporelle, une perception plus transparente de la réalité et de l'énigme du monde. Le secret, nous dit Satprem, qui permet sans doute de se frayer un passage vers un autre stade de l'évolution, celui de l'homme après l'homme, celui du supramental. Une réalité où la mort ne serait plus le contraire de la vie. Pour Satprem, en notre temps, sous les crises apparentes du monde, c'est une crise évolutive qui se manifeste et qui pourra conduire à un nouveau type d'homme. Que dirait le vieux poisson devant un premier amphibien? Ou que dirait le vieux reptile du secondaire devant le premier archéoptérix? Il dirait, mais c'est pas possible, il est fou, c'est une hallucination, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et notre monde matériel entier, y compris celui du monde des disciples autour de Mère, c'était un monde qui était là constamment à dire, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là-dedans, j'étais celui, et je m'en rends compte maintenant, celui qui disait, mais c'est possible, c'est la seule possibilité. Et c'est parce qu'il y avait au fond de moi, c'est pas une foi, c'était une façon de respirer profonde, cette certitude, mais oui, c'est possible, c'est justement la seule possibilité. On en a assez des Upanishads et des Védas et des Bibles et de toutes les vieilles histoires humaines et des marxismes. Il faut trouver un autre mode de respiration. Et c'est là où je plongeais avec Mère, ou plongeais, enfin, j'allais vraiment comme un vieux noyé humain qui cherche désespérément à trouver l'autre mode respiratoire. Bon, on s'imagine que le corps, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est notre corps, c'est quelque chose qui est bien connu. N'est-ce pas? Ça a l'air très simple. Mais en fait, c'est la chose qui est la plus inconnue de nous. C'est la chose que nous ne connaissons pas du tout. Qu'est-ce que nous connaissons de notre corps? Nous sommes revêtus d'un empilement de couches successives. Et on vit surtout dans la couche supérieure, qui est la couche mentale, intellectuelle. En fait, toute notre vie se déroule dans le mental, n'est-ce pas? On ne touche pas le corps directement, on le touche à travers toutes sortes d'idées et toutes sortes d'habitudes, mais le corps lui-même tel qu'il est, qu'est-ce que nous en connaissons? Alors si on veut
commencer à découvrir ce corps tel qu'il est, n'est-ce pas, cette biologie telle qu'elle est, pas à travers un microscope, mais telle qu'elle se vit, il faut d'abord évidemment traverser cette couche mentale, cette première couche, qui est tout le vacarme de nos idées, de nos préjugés, de tout ce qu'on a l'habitude de vivre constamment, n'est-ce pas, avec toutes les suggestions médicales, toutes les suggestions possibles, toute la vie dans laquelle nous sommes enfermés. Alors ça, c'est une première couche à traverser pour s'approcher du corps. Il faut d'abord commencer par faire taire tout ce vacarme mental qui enveloppe le corps. Puis si on continue cette descente, ce chemin de la descente, comme elle disait, il y a une deuxième couche qu'on rencontre. C'est toute la couche affective. Ce sont tous les sentiments qu'on a, toutes les réactions émotives que l'on a. C'est toute une couche grouillante et déjà beaucoup plus collante que la couche intellectuelle. Mais ça aussi, ça nous conditionne constamment et ça recouvre le corps. C'est comme une trame qui recouvre le corps. Comment peut-on voir ce qu'il y a dans ce milieu cellulaire, si je puis dire, tant qu'il est agité ou recouvert par toutes ces couches? Il faut traverser les couches. Alors il y a donc cette deuxième trame ou cette deuxième couche affective, émotive qu'il faut traverser pour encore s'approcher du corps. Alors là, la descente devient de plus en plus difficile, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut réduire au silence ou traverser tout ce vacarme émotif qui est là et toutes ces réactions dont nous sommes à peine conscients parce qu'on les vit tellement naturellement. Alors il y a encore une troisième couche à laquelle on arrive. C'est toute la couche des sensations. Bon, on commence déjà à s'approcher du corps. Toutes les sensations du corps, toutes ces réactions spontanées de peur, de crainte, d'agression, on découvre alors là un monde grouillant, mais qui n'est pas du corps, qui est de toutes les habitudes qu'on a données au corps. Les habitudes qu'on a données par l'éducation, les habitudes qui viennent de l'atavisme, les habitudes qui viennent du milieu. On pense qu'on ne peut pas faire ceci. C'est pas possible, on ne peut pas manger ceci, on ne peut pas vivre à plus de telle température, on ne peut pas. Le corps est conditionné par une espèce d'énorme couche de tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne dois pas, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est possible. C'est tout un formidable conditionnement qui est là. Alors on commence à s'approcher de quelque chose qui devient très, comment dirais-je, serré, très aigu, dangereux. On commence à s'approcher de la racine de la mort dans le corps. On s'aperçoit que si on veut déranger toutes ces microscopiques habitudes qui sont là à recouvrir notre substance cellulaire, notre corps, si on commence à vouloir déranger ça, mais on provoque une révolte dans le corps, un affolement dans le corps, une peur, n'est-ce pas? Et puis on touche finalement au fond une envie, un appel de la mort. Comme s'il y avait au fond de la conscience qui presque touchait le corps, n'est-ce pas? Je ne dis pas encore dedans, c'est pas encore le corps vraiment. Il y a quelque chose qui aspire à la mort. Il y a quelque chose pourquoi la vie est une sorte de catastrophe. Parce qu'il faut constamment lutter, se tendre, prendre, rejeter. La vie est une sorte de menace constante. Et alors au fond du corps, on découvre une espèce d'aspiration au repos, à l'inertie. C'est comme si on trouvait, alors là, tous les vieux souvenirs évolutifs. Et comme une nostalgie du minéral qui est là tout à fait au fond. La paix du minéral, n'est-ce pas? Quand la vie n'est pas encore née, quand elle est encore statique. Alors il y a ce besoin, au fond du corps, il y a ce besoin de repos, d'inertie. Surtout de faire cesser cette espèce de cauchemar constant
qui est de lutter, d'agir, de réagir. C'est une espèce de formidable tension qui est mise sur toutes ces cellules, n'est-ce pas, qui les force à lutter. Et derrière ça, il y a une aspiration à la mort. Je voudrais qu'on puisse saisir d'une façon simple ce que peut être l'autre état. Mais en fait, c'est pas quelque chose que nous ne connaissons pas. C'est pas quelque chose d'étranger à l'homme. C'est pas vrai. Les enfants pourraient le sentir ou le vivre, et pas mal d'adultes l'ont, sans comprendre ce que c'était, l'ont connu, cet autre état. Il y a des moments dans une vie, des moments où on est tout d'un coup comme invincible. Plus rien ne peut vous toucher. On va sur le champ de bataille, on sent qu'on passe à travers les balles. On se trouve dans une tempête en mer, on rit. Et on sait que ces formidables vagues qui déferlent, on passera. Et des assassins viennent pour vous tuer et quelque chose reste si parfaitement immobile comme si tout ça était une comédie, ne pouvait pas vous toucher. Et les assassins ne peuvent pas vous toucher. Beaucoup d'êtres, sous une forme ou une autre, ont eu cette expérience. Tout d'un coup, on échappe à la loi, on échappe à ce qui semble inévitable, on passe à travers. Et tous ceux qui ont eu cette expérience disent que c'est comme une espèce de, pas allégresse, ce n'est pas le mot, mais quelque chose vraiment qui gonfle les poumons. Et puis tout d'un coup, on est comme plein d'une énergie invincible. Quelque chose qui est très simple, très joyeux, très simple surtout, qui a une espèce de candeur enfantine et qui fait que non, c'est pas possible, ça peut pas venir, cet accident ne peut pas arriver. Eh bien ça, c'est une indication déjà de l'autre état. C'est-à-dire que pendant quelques secondes, ces êtres qui ont eu une expérience semblable, ils sont passés à travers les couches de conditionnement, à travers les frayeurs, les peurs, les ceci va arriver, cela va arriver, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Pour quelques secondes de grâce, ils sont passés à travers ça, et alors rien ne les touche, rien ne peut les toucher. Eh bien c'est ça l'expérience. C'est qu'au fond du corps, quand on a traversé toutes ces couches de conditionnement, on émerge tout d'un coup dans quelque chose où les vieilles lois du monde n'ont plus de pouvoir. Et on s'aperçoit que leur pouvoir, c'était simplement une formidable suggestion collective et une vieille habitude. Mais seulement une habitude. Il n'y a pas de loi, il y a des habitudes fossilisées. Et tout le trajet, n'est-ce pas, c'est de traverser ces habitudes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand on a le courage, n'est-ce pas, de faire cette traversée à travers toutes les couches, c'est que tout d'un coup, on s'aperçoit que toutes ces formidables lois, n'est-ce pas, qui nous emprisonnent, que la médecine a définies, que les mathématiques ont définies, que la physique a définies, c'est une formidable illusion. Que ça n'existe pas, qu'à une certaine profondeur ou pureté, si je puis dire, cellulaire, quand on arrive à l'origine de la vie cellulaire, sans tous ces recouvrements ou ces revêtements, à l'origine il y a quelque chose qui est en dehors de la mort, en dehors de l'accident, en dehors de la maladie. Si vous voulez, la soi-disant liberté qu'on trouve au sommet de la conscience, on la retrouve dans le corps. Mais on la retrouve par petits souffles, n'est-ce pas, par un millier de petites expériences, parce que le corps c'est quelque chose de très lent pour apprendre sa propre liberté. Il ne croit pas à sa liberté, le corps. Il croit à toutes ses habitudes, il croit à toutes les maladies, il croit au catalogue de toute la médecine. N'est-ce pas, si tu fais ça, il arrive telle chose. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de lois, de cause à effet, constamment. Si tu fais ceci, il arrivera cela. On ne peut pas comprendre à quel point nous sommes prisonniers physiologiquement. On comprend qu'on est prisonnier d'une idée, prisonnier d'un sentiment, prisonnier d'une sensation, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on est en fait, on est physiologiquement prisonnier.
prisonnier. Et qui a une liberté, quand on arrive à traverser toutes ces couches de conditionnement successifs, on arrive à une liberté qui est là, au fond du corps. Tout d'un coup, on échappe à la loi, à la soi-disant loi dans laquelle les biologistes nous enferment. Tout d'un coup, il y a quelque chose d'autre qui surgit. S'il y a une évolution, c'est dans le corps qu'elle doit se situer. Mais d'abord, il faut découvrir ce que c'est que ce corps. Quel est son pouvoir, quelle est sa capacité. Alors, le processus, n'est-ce pas, c'est de traverser toutes ces couches qui ont été mises sur ce qu'est un corps, des couches intellectuelles. D'abord, la pensée. On ne vit guère que là, en fait, corps, n'est-ce pas, on vit dans notre tête. Et puis après, il y a encore une autre couche, tous les sentiments, les passions. Et puis encore des couches plus profondes, les réactions, la peur, l'angoisse, la faim, le sommeil. Et puis encore plus profond, n'est-ce pas? Il faut traverser toutes ces couches qu'on a mises sur le corps. Alors quand on arrive justement aux couches des habitudes fondamentales, que l'on croit être des habitudes corporelles, mais qui ne sont pas des habitudes corporelles, qui sont des choses qui ont été mises sur le corps par l'éducation, par l'habitude. Alors là, on commence à approcher d'une terrible forêt, et en même temps de quelque chose de très extraordinaire. Là, on commence à approcher du prochain stade évolutif.